L'autonomie, c'est plus d'indépendance. Je ne dépends pas du système. C'est pas une envie d'autonomie, c'est plus alors une envie de liberté. Par rapport au capitalisme, il n'a pas tellement intérêt à ce que ça se développe. Comme on produit 7 fois plus d'énergie qu'on en consomme, on partage. On ne devrait plus construire que des maisons à énergie positive, parce que c'est possible. Vous voulez un verre d'eau de pluie? Une maison qui produit elle-même toute l'électricité, l'eau et la chaleur nécessaires à ses habitants, c'est possible. C'est ce que l'on appelle une maison autonome. Celles-ci sont indépendantes, ou en tout cas très peu dépendantes, des différents réseaux publics. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur en Europe ces dernières années, en réaction à la crise énergétique et climatique. En Suisse aussi, bien qu'elle reste encore minoritaire. Mais alors, comment ça fonctionne? Pourquoi cette recherche d'autonomie? Et qu'est-ce que dit la loi suisse? C'est ce que l'on va découvrir ensemble. C'est ici, dans les hauteurs de la Tour de Paix, qu'une des premières maisons autonomes en Suisse a vu le jour en 1999. C'est le projet pionnier de Françoise et Olivier Guisan, qui y vivent depuis bientôt 25 ans. Ce couple défend avec conviction des valeurs écologiques. Quand on a fait cette maison, quand même, l'idée, c'était pas forcément de ne pas utiliser les réseaux d'électricité, d'eau, tout ça, c'était de diminuer le poids que porte une famille sur ces choses-là. On ne devrait plus construire que des maisons à énergie positive, parce que c'est possible. Alors, vu les problèmes d'énergie actuels, c'est la seule solution pour notre société. On utilise l'eau de pluie qu'on capte sur les toits et qu'on amène dans des citernes. On a 9000 litres de citernes. Ça constitue un cycle fermé au point de vue de l'eau. Donc on prend l'eau du ciel, on l'utilise, on la salit, on la nettoie et on la remet dans la nature quasiment au même endroit. Donc le cercle est bouclé. En écologie, les bons systèmes sont les systèmes qui correspondent à des boucles fermées. Pour l'énergie, il faut de la chaleur. Donc le solaire, il peut fournir de la chaleur avec des systèmes thermiques. Donc il y a des panneaux solaires qui font l'eau chaude. Et puis les serres qui font de l'air chaud pour la maison. Ça permet de chauffer une bonne partie de la maison. Et puis la partie électrique des panneaux solaires, qu'on appelle des panneaux photovoltaïques, permet d'alimenter la maison en électricité. Tous les murs intérieurs sont faits avec ce matériau qui est de la terre. Les plantes qui poussent sur la terre, c'est des kiwis. Alors non seulement ils permettent de réguler la température de la terre, mais en plus ils produisent 30 ou 40 kg de fruits à l'automne, ce qui n'est pas désagréable. Donc de nouveau, c'est un système qui permet de joindre l'utile à l'agréable. Bien qu'ils soient autonomes sur le plan énergétique, qu'ils récupèrent l'eau de pluie et qu'ils aient des toilettes sèches, ils sont néanmoins, pour des raisons administratives et de confort, reliés aux différents réseaux, mais n'y recourent que rarement. Il y a des aberrations totales dans certains règlements. Par exemple, en ce qui concerne l'eau, évidemment, il y a trop plein d'eau qui sort de l'étang et qu'on remet par drainage dans le terrain. Légalement, c'est interdit. Normalement, l'eau qui sort de l'étang, c'est des eaux usées, retraitées ou non, les gens ne veulent pas le savoir. Ces eaux-là doivent finir au tout à l'égout. Donc, normalement, la sortie de l'étang devrait brancher sur tout à l'égout. L'eau qui sort de mon étang, c'est une eau qui est 100 fois plus propre que ce qui sort d'une station d'épuration. Alors, je ne vais pas le mettre à l'entrée d'une station d'épuration. Mais voilà, c'est typiquement le genre de règlement qu'on a. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on vit bien depuis 23 ans dans cette maison et qu'on n'a pas de problème. Malgré leur optimisme, ils ne cachent pas leurs inquiétudes face au changement climatique. Moi, je suis particulièrement frappé par l'inaction de nos pouvoirs politiques, surtout économiques aussi. Nous, ce qui nous fait souci, c'est nos enfants, nos petits-enfants. Bon, nous, on va mourir tranquillement, on aura vécu la meilleure période de l'humanité avec tous les avantages. On aura fait tout ce qu'on a pu comme dégâts à la planète, et puis aux autres de payer la facture. Les changements climatiques, l'influence la plus sensible dans notre maison, c'est la distribution de l'eau de pluie. Donc on en a peut-être autant qu'avant, mais distribuée de façon beaucoup plus inégale qu'avant. Il y a des périodes de sécheresse qui sont beaucoup plus grandes qu'avant. Donc on arrive encore tout juste à avoir une autonomie de ce côté-là, mais si c'était à refaire, je rajouterais quelques milliers de litres de citernes pour tenir compte de cet aspect-là. Nous voilà aujourd'hui à Delémont pour découvrir une nouvelle maison autonome, cette fois-ci plus récente car datant de 2021.
Elle a été autoconstruite par l'ingénieur Adrien Terilla et Julie Henman, architecte, qui ont profité de leur savoir dans le domaine pour construire une maison sobre sur le plan énergétique. C'est surtout pour montrer que c'est possible de construire une maison quasi autonome avec du low-tech surtout. Pas mettre, enfin moi je suis ingénieur, j'adore la technique, hein, j'adore le high-tech, mais vraiment là où il faut. Mais pour des choses aussi basiques qu'on peut faire avec les éléments naturels comme le soleil, je ne vois pas pourquoi on se prend la tête à inventer des systèmes complètement farfelus, hyper technologiques. Puis essayer d'en faire un maximum d'argent, en fait, c'est ça le but. Donc là, le low-tech, c'est clair, ça profite à personne, puisque c'est tellement simple que quasi chacun peut fabriquer son propre système. Construite principalement avec du low-tech, c'est-à-dire des technologies douces car durables, simples à construire et à réparer, la maison répond à la quasi-totalité des besoins de la famille de 4. L'électricité est produite par les panneaux photovoltaïques, le chauffage de la maison est garanti par son exposition plein sud, une isolation en béton de chanvre et du triple vitrage. Quant à l'eau, elle est récupérée sur les toitures et ensuite chauffée grâce aux panneaux thermiques ou aux poêles à bois hydrauliques. Pour les propriétaires, il était évident de se relier au réseau pour 2 raisons bien précises. Éviter des infrastructures de stockage trop conséquentes et partager leur surplus d'énergie. Comme on produit 7 fois plus d'énergie qu'on en consomme, on partage. C'est pour ça qu'on est connecté au réseau. Au lieu de vraiment garder ça pour nous, le but c'est vraiment d'échanger avec une région et puis pouvoir échanger cette énergie de manière efficace et pas la garder pour nous, parce qu'on en a trop. On est content maintenant quand il pleut. C'est vrai que des fois les gens disent « les jours de pluie », et en fait nous on est heureux parce que ça nous remplit notre cuve, ça nous fait notre eau pour toute la famille. Et c'est vrai que c'est une autre manière simplement d'appréhender aussi les jours, la météo, et quelque part juste d'être respectueux envers ce qui vient. C'est pas une envie d'autonomie, c'est plus alors une envie de liberté, si ça devait se dire autrement. Parce qu'au final, l'autonomie, puis se couper des autres, je vois pas le but, mais plutôt de montrer ce qu'on peut faire chacun quand on construit, ou chaque petit immeuble, chaque collectivité, pour après essayer de dépendre beaucoup moins des énergies fossiles, ou bien des autres énergies qu'il faut produire. Le but, à mon avis, c'est que ça devienne tout un réseau. Et c'est pour moi pas chercher l'autonomie à tout prix, mais plutôt alors chercher la solidarité. Je trouverais mieux d'appliquer ce mode d'habiter à une échelle plus communautaire. Direction l'université de Neuchâtel où l'on va rencontrer Séverine Beuret, assistante doctorante en droit qui traite de ces questions dans sa thèse depuis bientôt 4 ans. On va enfin y voir un peu plus clair sur toutes ces questions légales. Alors, qu'est-ce que prescrit la loi suisse au niveau du raccordement à l'eau, à l'électricité et aux eaux usées? Allez, suivez-moi. Dans la loi, on nous dit un approvisionnement en eau potable, mais on ne nous dit pas que c'est nécessaire que l'alimentation en eau potable se fasse par le biais d'une infrastructure d'approvisionnement public. Après, il y a encore les lois cantonales sur l'approvisionnement en eau, la distribution en eau, qui peuvent encore prescrire différentes exigences. Et puis, en fait, la réponse sera toujours « ça dépend des cantons et des communes ». Mais au niveau fédéral, il n'y a pas une obligation de raccordement à un réseau public en eau. Pour la question de l'évacuation des eaux usées, ça, c'est un peu la limite, on va dire, majeure pour les maisons autonomes. Bon, on a certes toujours cet article 19 LAT qui prévoit véritablement une obligation de déverser les eaux usées dans les égouts publics. C'est un peu là où finalement c'est difficile de jouer avec la législation pour s'en passer. Pour ce qui est électricité, c'est assez facile d'être autonome. Après, il reste à voir si ça a été réinjecté dans le réseau, le surplus d'énergie, ou si vous êtes apte à l'absorber par une manière de stocker l'énergie. Il faut prendre conscience qu'une maison, on va dire, autarcique, donc qui a les capacités de stockage, c'est aussi beaucoup d'infrastructures. En termes d'équipement de stockage, il faudrait peut-être déplacer un peu le curseur et puis réfléchir peut-être à l'idée de quartier autonome pour pouvoir quand même mettre en commun ces infrastructures, parce que c'est des coûts, c'est aussi de l'utilisation de ressources. Développer l'autonomie en collectivité, c'est justement la vision de l'association Allège, qui milite pour la mise en place de hameaux légers autonomes.
Loin des maisons individuelles, ce groupe de passionnés souhaite démocratiser en Suisse ce que l'on appelle les habitats légers, tiny house, yurt ou encore roulotte, et minimiser ainsi au maximum l'impact sur l'environnement et le porte-monnaie. L'autonomie, c'est plus d'indépendance au niveau c'est plus de souveraineté, justement au niveau de la population. Je ne dépends pas du système. Il ne faut pas confondre cette autonomie avec un individualisme dans ce que je suis en train de faire et je le fais que pour moi. Pour moi, l'autonomie, ça comprend la collaboration. Le temps d'une journée, l'association forme une dizaine de curieux à l'autonomie énergétique. Un document sur l'efficacité énergétique des différents habitats en comparaison à un appartement. Le gros de l'énergie grise, c'est ces wafers, comme on dit, ces galettes, qui sont du silicium. On est dépendant d'un marché, et le marché il est contrôlé par des multinationales, par des gens qui ont des moyens qu'on n'a pas. Et puis le fait de pouvoir être autonome, c'est d'une part mobiliser beaucoup moins de ressources pour vivre, et de montrer aussi qu'on peut vivre plus simplement. Évidemment, par rapport au capitalisme, il n'a pas tellement intérêt à ce que ça se développe. C'est clair que c'est à travers la concentration et la fabrication en série, faite dans des pays où la main-d'œuvre coûte presque rien, qui font leur fric. Donc, si on relocalise ce type de production, pour eux, c'est des parts de marché en moins. On met assez pour que ça puisse charger la batterie, même quand il n'y a pas le plein soleil, quoi. Au début, on se complique la vie parce que c'est plus compliqué de renoncer. On est d'accord avec l'idée, tout ce qu'on veut, mais renoncer et puis faire autrement, ça demande pas mal de force. Et puis, on n'est pas encouragé, quoi. C'est que des embêtements. Le but de journées comme ça, c'est aussi d'essayer d'élargir et puis de tisser un petit réseau, de se soutenir. Bon, comme on l'a vu, chacun a sa propre définition de l'autonomie et l'applique de manière différente et à des degrés différents. Mais tous ont en commun ce désir d'indépendance et de résilience, mais aussi cette envie de relocaliser la production d'énergie et de dépendre moins des énergies fossiles. Au niveau légal, ce qu'il faut retenir, c'est qu'actuellement, le frein majeur des habitats autonomes, c'est le raccordement aux eaux usées. Donc même avec des toilettes sèches, on a l'obligation de se raccorder aux eaux usées, sauf si dérogation exceptionnelle. Pour ce qui est de l'eau et de l'électricité, c'est plus facile car il n'y a pas d'obligation de raccordement au niveau fédéral, mais après chaque canton ou commune est libre d'établir ses propres règles. Au niveau du porte-monnaie, difficile de généraliser et de dire si c'est avantageux ou pas. Tout dépend du projet, de la taille de l'habitation et de la consommation de ses habitants. Certes, l'installation de panneaux solaires ou de citernes à haute pluie représente un coût à l'amont. Ces systèmes ont pour avantage de diminuer les factures mensuelles. Donc pour chaque projet, il faut calculer combien d'années sont nécessaires pour que le montant soit amorti. Au final, une conclusion à laquelle on peut arriver, c'est que l'autonomie, elle devrait être élargie du plan individuel au collectif, afin de mutualiser les infrastructures et de partager les surplus. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Laissez vos réflexions et vos questions dans les commentaires et abonnez-vous!